Ce que je voulais dire d'emblée, c'est que une langue, c'est loin d'être seulement un outil de communication. C'est une vision du monde, comme le disait Gramsci, c'est un fil rouge qui éclaire à multiples facettes, qui éclaire différentes réalités. Donc tous ceux qui parlent de l'anglais comme un outil de communication, comme une langue internationale, ou bien ce sont des ignorants, ou bien ce sont des imposteurs. La langue, ça véhicule beaucoup plus que tout cela. On n'invente pas, on ne pense pas dans une langue, mettons le français, comme on penserait en japonais, en chinois, ou même en espagnol ou en anglais. Je connais bien ces deux langues et je sais que quand je parle espagnol, je parle d'une autre manière que celle que j'utilise pour parler français. Une langue est donc, bien au-delà d'un outil de communication, est un facteur de solidarité, d'agglutination de force, et donc de solidarité, et un élément d'un rapport de force. Les langues sont dans une situation de concurrence non pas libre et non faussée, mais d'une concurrence totalement sauvage. Alors, en général, on dit aux gens comme vous, oui, vous êtes en train de vous battre pour une cause perdue, le français, tout ça, c'est dépassé, etc., etc. Il faut être européen, il faut être internationaliste, et j'en passe, et des meilleurs. Et malheureusement, il est vrai qu'il y a un discours sur la francophonie en France, mais il y a rien derrière. Je sais même pas si tout le monde ici pourrait citer le nom de la sous-ministre chargée de la francophonie. Ben Guigui. Vous voyez, c'est vous dire le statut qu'elle a au sein du gouvernement. Je crois qu'elle vient la dernière d'ailleurs dans la liste des hiérarchies gouvernementales. Donc, il y a un discours sur la francophonie, il y a l'appartenance à des organisations, à l'Organisation internationale de la francophonie, mais il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de crédit, et surtout il n'y a pas de volonté politique. Les exemples sont multiples et j'en donnerai. Les anglophones, eux, ne font pas tellement de discours, mais sont extrêmement actifs. C'est ça la grande différence. Nous, on dit et on ne fait pas. Eux, en général, font et ne disent pas. C'est ça qui fait la différence. Et certains l'ont quand même théorisé. Le plus éminent de ces théoriciens, si je puis dire, c'est Winston Churchill, l'ancien Premier ministre britannique, Premier ministre pendant toute la Deuxième Guerre mondiale, et qui a été battu, enfin dont le parti a été battu aux élections malgré tout en 1945 au lendemain de la victoire, dont il avait été un des grands artisans. Churchill, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avait théorisé cela. Il disait en substance, le royaume, quand on lui posait la question, mais vous, Churchill, vous les conservateurs, vous vous situez comment par rapport à l'Europe? Churchill avait répondu, nous sommes avec vous, avec eux, les Européens, mais pas d'entre eux. We are with you, but not of you. C'est-à-dire que on vous regarde faire, on est de tout cœur avec vous, mais on fait pas partie du groupe. Et il avait assigné un statut particulier aux pays de langue anglaise. Il disait, l'Angleterre, le Royaume-Uni, ne peut pas appartenir à l'Europe intégralement. Pourquoi? Parce que le Royaume-Uni est au croisement de 3 cercles, à l'intersection des 3 cercles. Les 3 cercles étaient les suivants, dans l'ordre. 1. Les pays de langue anglaise. Alors, par pays de langue anglaise, il entendait les pays de langue anglaise blancs. C'est-à-dire les anciens dominions britanniques. Alors, ça en faisait pas beaucoup, ça faisait les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Voilà. Donc, il y a les pays de langue anglaise. Il y a le Commonwealth, et puis, il y a l'Europe. Mais il avait, en quelque sorte, c'était un trépied. Il avait un pied dans chacun, et il avait toujours dit que s'il fallait choisir entre l'Europe et le grand large, c'est-à-dire pour lui le grand large c'est les États-Unis, il choisirait toujours le grand large. Et on peut penser que cette attitude a perduré jusqu'à nos jours. Enfin, on pourra en discuter tout à l'heure quand nous débattrons. Dans ses mémoires, que je vous recommande d'ailleurs, Churchill est un formidable écrivain, en plus d'un historien. Alors, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'il raconte, mais on ne peut qu'être admiratif dans la qualité de sa langue. Il expliquait que la Seconde Guerre mondiale,
opposait les pays de langue anglaise, il reparle des pays de langue anglaise, aux puissances de l'Axe. Il oubliait un peu les autres. Mais donc, pour Churchill, la solidarité numéro 1, c'était les pays de langue anglaise. Et puis, on a un exemple tout récent. L'affaire des grandes oreilles de la NSA. Il vous aura pas échappé que la National Security Agency, l'agence de sécurité nationale, a des bases uniquement dans les pays de langue anglaise. C'est-à-dire, aux États-Unis, bien sûr, il y en a, au Royaume-Uni, dans l'île d'Assumption, qui est dans l'Atlantique Sud et qui est un territoire britannique, où il y a une gigantesque base de la NSA qui espionne toute l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, l'Australie, les mêmes, les 5. Et d'ailleurs, dans la communauté internationale du renseignement, on appelle ça les 5 yeux. Pas 2, mais 5 yeux. Donc, eux, au moins, ils sont cohérents. Les Américains, les Britanniques, les Néo-Zélandais, les Australiens, etc., eux, ils savent ça. Et les Américains ne font confiance qu'à des gens parlant l'anglais très bien. J'avais vu un papier, j'ai un peu oublié, à propos d'un transfuge, je ne sais pas si c'était un transfuge syrien ou irakien, et la CIA se méfiait de lui parce qu'il parlait pas bien l'anglais. Donc, si vous voulez faire espion, vous infiltrez, parlez anglais comme un anglais ou comme un américain. Donc, face à cette solidarité qui ne se dément pas même actuellement, après que la Chambre des communes britannique a voté contre toute intervention militaire britannique en Syrie, alors que Hollande était enthousiaste pour y aller, les Américains, pourtant lâchés en quelque sorte par Cameron, continuent à traiter le Royaume-Uni comme le partenaire privilégié. Ce malheureux Hollande s'était vu en allié privilégié des États-Unis. Je vois les sourires sur vos visages, c'est sans commentaire. Hein. La France ne sera jamais un allié privilégié pour les États-Unis. Jamais. Donc, là, on voit que pour les pays de langue anglaise, il y a un ciment très fort et qui va jusque, disons, aux questions de, pas seulement économiques, mais aux questions de sécurité. Il y a une sécurité interne au bloc anglophone. Alors, ce bloc anglophone, j'ai dit, il comprend les pays anciens dominions britanniques. Il y a d'autres pays anglophones, évidemment, ou partiellement anglophones, comme l'Inde, comme le Kenya, enfin le Ghana, il y a des quantités de pays anglophones. Mais ceux-là ne font pas partie de la catégorie qui était visée par Churchill lorsqu'il parlait des pays de langue anglaise. Cette solidarité anglophone, elle n'existe pas au niveau francophone. Malheureusement. Je dirais que heureusement que nous avons le Québec. Le Québec dont il faut féliciter le courage, la détermination. C'est un îlot anglophone dans un continent ou une partie d'un continent anglophone. Mais les Français sont en général les plus mauvais défenseurs de la langue française. Il m'est arrivé dans mes activités antérieures, que je n'ai pas évoqué dans mon curriculum vitae, mais pendant 4 ans, j'étais ni journaliste ni prof, j'étais directeur d'une administration centrale au ministère de la Recherche et de l'Industrie. Ça s'appelait la mission interministérielle de l'information scientifique et technique. Vous direz, qu'est-ce que j'allais faire là? C'est une autre histoire. Enfin, donc je dirigeais l'administration interministérielle. Et il m'arrivait assez souvent de conduire des délégations dans tel ou tel pays et d'aller assez souvent à Bruxelles à la Commission européenne. Et il y avait d'autres Français, bien sûr, etc. Et qu'est-ce que je voyais? Je voyais les fonctionnaires français s'exprimer en anglais, alors que le français était tout à fait langue officielle et de travail. Il pouvait parler français. Non, il parlait l'anglais. En plus, il parlait mal l'anglais. Et moi, je disais, écoutez, chers amis, moi je suis agrégé d'anglais. J'étais reçu premier à l'agrégation, même d'anglais. C'est vieux tout ça. Mais vous me faites honte à la fois pour la qualité de votre anglais et pour le fait que vous parlez même pas votre langue.
Et je m'engueulais. Alors évidemment, il me prenait pour un fou, mais bon. Mais c'est une posture classique. On a même vu, et j'avais exprimé cela devant le congrès ou les assises du courant que Montebourg dirigeait il y a 5-6 ans. Je sais pas comment il appelait ça. Je vais rapporter 2 anecdotes. Une première anecdote, c'est Lionel Jospin, s'exprimant dans un colloque à Madrid avec des facilités d'interprétation et parlant anglais à Madrid, alors qu'il pouvait parfaitement parler français. Donc j'avais fait huer Jospin par 700 ou 800 militants socialistes. Et j'avais opposé à cela le comportement de Chirac, que j'avais fait applaudir aussi, donc, qui, lors d'une réunion à Bruxelles, à laquelle était présent Jean-Claude Trichet, à l'époque président de la Banque Centrale Européenne, qui s'exprimait en anglais, Chirac s'est levé et est sorti. Voilà, un acte de dignité que Jospin n'avait pas été capable de commettre. Donc c'était un tour de force de faire huer Jospin et applaudir Chirac devant un parterre de militants socialistes, même s'ils étaient membres du courant de Montebourg. Deuxième point que je veux évoquer, quelle est la réaction des élites et de l'opinion générale face à ça? Je le répète, nous sommes dans une situation de rapport de force, dans la mesure où ce qui est véhiculé à travers l'anglais, mais ce serait vrai d'autres langues aussi, hein, mais l'anglais est la langue de la première puissance mondiale et de quelques autres puissances. Je le disais, c'est pas uniquement une façon de communiquer, c'est une façon de voir le monde, de désigner le monde, de paramétrer le monde, de fixer quels sont les concepts. On pense, les mots ne sont jamais neutres, ils balisent le territoire. Et quand vous avez un territoire qui est balisé par un lexique donné, automatiquement vous entrez dans les logiques mêmes de ce lexique et vous perdez toute autonomie. Donc le fait de parler anglais, ça a des conséquences formidables sur toute une série de choses. Toutes les questions de terminologie sont centrales. Quand on n'a pas les mots dans sa langue pour désigner les choses ou les objets, et qu'on a recours au lexique, un autre lexique, on entre dans la logique même de ce lexique. Pour ça, la bataille des mots est une bataille capitale, mais pas seulement pour ça. Dans tous les domaines, quand on parle de plan social, alors qu'il s'agit de licencier des gens, etc. Quand on parle de réforme, alors qu'il s'agit toujours de contre-réforme. Enfin, on pourrait faire une longue liste des mots piégés dont la signification est exactement l'inverse de leur intitulé. Donc ça, c'est vrai pour l'anglais. Et j'ajoute aussi un autre élément, c'est que c'est pas seulement une question idéologique, c'est aussi une question économique. L'anglais, c'est un produit d'exportation formidable. Un très grand nombre d'institutions britanniques vendent des cours d'anglais. D'ailleurs, vous êtes allé ou vous avez des enfants ou de la famille qui a pu aller en Angleterre ou en Irlande, aux États-Unis pour suivre des cours. C'est une industrie énorme d'exportation. C'est une rente économique. De la même manière que le fait que la Commission européenne, contrairement à sa mission d'ailleurs, parce que sa mission c'est de faire respecter les traités et notamment le règlement linguistique de l'Union européenne. Ce règlement linguistique a été édicté quelques semaines ou quelques jours après l'entrée en vigueur du traité de Rome créant la Communauté économique européenne. Ce régime linguistique donc a été fixé et il dit ceci, que toutes les langues européennes, les langues officielles de l'Union européenne, parce qu'il y en a beaucoup plus en Europe il y en a 24 quand même langues, c'est pas mal déjà, langues officielles. Toutes les langues sont officielles et de travail. En fait, au sein de la Commission européenne, la langue de travail archi-dominante, c'est l'anglais. Le français vient loin derrière et perd constamment des parts de marché, si je puis ainsi m'exprimer. Et un jour, Kohl, à l'époque chancelier allemand, avait dit mais c'est pas normal que le français et l'anglais soient les seules langues de travail. Moi je veux aussi que l'allemand soit langue de travail.
Alors les fonctionnaires disent mais c'est déjà le cas. Officiellement, toutes les langues sont officielles de travail. En réalité, c'est pas le cas du tout. C'est l'anglais. Et jusqu'au point où un certain nombre de programmes de l'Union européenne, d'appel à projets, d'examen, sont rédigés uniquement en anglais, ce qui est un avantage considérable pour les anglophones. Il y en a les deux pays anglophones de l'Union qui sont l'Irlande et le Royaume-Uni, qui répondent, parce que je ne sais pas si vous avez déjà monté des dossiers de demande de subvention à la Commission européenne. Ça peut être épais comme ça. Et encore, moi je ne connais que des dossiers, disons, sciences humaines ou autres. Mais un dossier, vous imaginez un dossier industriel ou scientifique, c'est énorme. Il faut des mois pour les préparer. Mais il faut y répondre en anglais. Vous pouvez être tchèque, polonais, portugais ou autre. On n'en a rien à fiche. Répondre en anglais. Donc, les entreprises britanniques ou les entreprises américaines ou autres installées en Grande-Bretagne ou en Irlande sont dans une situation de absolument privilégiée par rapport aux autres entreprises. Donc, ignorer cela, c'est absurde. Donc, l'anglais est un produit d'exportation majeur. C'est une véritable rente économique pour les pays anglophones. J'ai fait ce petit détour, je reviens à ce que je voulais évoquer en ce qui concerne l'attitude des élites et de l'opinion. L'opinion française, en général, est plutôt pour le français. Et on voit d'ailleurs souvent que la représentation nationale, les députés de base, ils pourraient, je pense, la plupart, quel que soit le parti auquel ils appartiennent, ils pourraient être ici dans cette salle et être en gros d'accord sur les problématiques. Donc les lois sont en général votées à l'unanimité, il y a des grands discours, etc. Je vous ai dit tout à l'heure qu'évidemment, ça ne suit pas derrière. En discours et en loi, on est bon, hein. Mais en réalité, c'est un petit peu comme... je me souviens d'un texte de Régis Debray qui est génial, ce texte, qui date de 78. Le bouquin s'appelait, je vous le recommande, ceux qui l'ont pas lu, c'est le meilleur bouquin que j'ai lu sur mai 68. Il s'appelle Modeste contribution au discours et cérémonie anniversaire et cérémonie officielle du 10e anniversaire. 78, 68. Il fait parler des gens, on lui parle du patriotisme. Réponse des atlantistes, le patriotisme, il y a le 14 juillet pour ça. Voilà. Et puis, point, ça suffit comme ça. Alors, donc, l'opinion, le peuple, appelons-le par son nom, il est pour sa langue. Spontanément, naturellement, viscéralement. Les élites, c'est toute autre affaire. Que ce soit par ignorance, parce qu'il y a aussi une bonne part d'ignorance, par résignation, ou positivement par volonté de servitude volontaire, parce que ça existe aussi, et c'est même très fort, sont les pires fossoyeurs du français. Prenons quelques exemples. Parmi les plus fanatiques hostiles aux Français, je citerai, en raison de leur déclaration qui remonte, peut-être le pire de tous, c'est sans doute Alain Minc. Alain Minc, qui avait dans un texte, il y a pas mal d'années, indiqué que l'anglais devait être la langue unique de l'Europe. Mais il y a aussi Alexandre Adler, il y a Kouchner, qui, lorsqu'il était haut commissaire des Nations Unies au Kosovo, Bernard Kouchner, ne parlait aux officiers, notamment les officiers français, qu'en anglais. Au Kosovo, entre Français, entre le chef politique et les chefs militaires, on parlait français. Qu'est-ce que je peux citer encore comme très bon? Allègre, lui, avait dit il faut cesser de considérer l'anglais comme une langue étrangère. C'est quoi alors si c'est pas une langue étrangère? Berlusconi, là pour l'italien pour le coup, mais c'est pas mieux. Les Italiens sont pas bien meilleurs que nous, que nos élites. Je me souviens d'abord Berlusconi lui-même avait dit il y a 3 choses importantes qui doivent structurer les programmes scolaires. Les 3 I. Alors il y avait donc l'informatique, l'italien et
Et l'anglais, et l'anglais, voilà. Le programme Berlusconi, c'est l'anglais, la langue italienne, qui, je sais pas, mais elle avait sauvé sa mise, et l'informatique. On peut citer aussi Madame Fioraso. Elle, je crois que c'est de la bêtise pure et simple. Hein. En plus, lorsqu'elle a fait voter une loi, il y a quelques mois, qui autorise l'enseignement en anglais dans les universités françaises. C'est-à-dire, on va faire des cours de mathématiques, de géologie, d'informatique, de biologie en anglais. Alors, l'argument est totalement stupide. L'idée, c'est que les étudiants étrangers que nous souhaitons attirer, bien sûr, il faudrait d'abord peut-être changer la politique des visas, ça faciliterait davantage les choses. Les étudiants étrangers, donc, n'ont pas envie, qu'ils soient brésiliens, chinois, singapouriens, etc. On suppose qu'ils parlent anglais. 2, qui ne parlent pas français et qui veulent venir en France. Donc, on va leur faire des cours en anglais. Alors, c'est d'une ignorance crasse. Premièrement, les étudiants chinois ou autres qu'on va attirer, ils apprennent vite le français. J'étais prof pendant des années à l'université de Paris 8. J'ai eu des étudiants chinois, taïwanais, etc. Je peux vous dire, ils apprenaient le français à une vitesse grand V, beaucoup plus vite que moi, je n'aurais pu apprendre le chinois. Et ils venaient en France, c'est pas pour avoir des cours en anglais. Ils venaient en France parce que c'était la France. On apprend très vite, disons, les éléments linguistiques d'une discipline donnée. Si vous êtes sociologue, il y a un vocabulaire spécial de la sociologie qu'on apprend très vite. Donc, c'est l'altitude de la ministre, c'est-à-dire, ils ne pourront pas apprendre le français et ils parlent anglais. Ce qui est absolument pas vrai. Ils parlent pas nécessairement anglais non plus. Ils sont chinois, par exemple. Et puis, il y a un autre problème, c'est les profs. Est-ce que les profs sont capables de faire des cours en anglais? Pas du tout. C'est pas parce qu'on est mathématicien mais qu'on bredouille l'anglais qu'on est capable de faire un cours. On peut toujours se débrouiller. Les mathématiques, c'est un mauvais exemple parce que beaucoup de choses passent par le tableau noir. Hein. Mais de quelques autres domaines, c'est extrêmement difficile de faire un cours dans une langue qui n'est pas la sienne. Moi, ça m'est arrivé de le faire en espagnol. Ça me réclame beaucoup plus d'efforts de faire un cours en espagnol que de le faire en français. C'est le cas de tout le monde. Donc voilà une accumulation d'erreurs totales, mais qui n'y ont pas traversé l'esprit. Et pourtant, un de nos camarades, certains d'entre vous le connaissent peut-être, s'appelle Claude Truchot. C'est un nom qui vous dit quelque chose? Non. Alors Claude Truchot est prof émérite à l'université de Strasbourg. Et il a écrit pas mal de choses sur le statut, le rôle de l'anglais en Europe. Et à propos de la loi Fioraso, Truchot a analysé les résultats qu'a eu une loi identique mise en œuvre en Allemagne qui s'est révélée absolument catastrophique. Mais ben non, ça a continué quand même et la loi Fioraso a été votée avec quelques petits bémols qui ont pu être introduits, etc. Mais enfin, en substance, c'est consacrer l'anglais comme une langue officielle de l'enseignement en France. Et pourquoi s'arrêter d'ailleurs à l'université? Bon, je pense que vous avez eu hier des éléments venant de salariés qui ont évoqué la souffrance au travail. Il y a plein de patrons qui, Schweitzer par exemple chez Renault, tenait les conseils administratifs en France, hein, à Paris, enfin je sais pas où est le siège de Renault d'ailleurs, peut-être à la Défense, bon je sais pas. En tout cas, les conseils d'administration avaient lieu en anglais, d'où le stress des membres du conseil d'administration qui paniquaient à l'idée d'être jugés non pas sur le fond de leurs interventions, mais sur la qualité du maniement de la langue anglaise. On est dans un truc totalement absurde. Donc une bonne partie des élites françaises non seulement sont pas résignées, mais sont emballées par le projet. Et je dois dire que le détour par l'Europe ne nous arrange pas. Je lisais un jour une déclaration de Pascal Lamy. Ça vous dit quelque chose, Pascal Lamy? Il vient de quitter l'OMC
Et on parle de lui comme un ministre un ministre, voire un premier ministre de François Hollande. Ça serait la provocation suprême, mais c'est évoqué par les observateurs, par les journalistes. J'écoutais De Closet l'autre jour qui disait qu'il y a en France 3 premiers ministrables vraiment sérieux, du style Mario Monti en Italie. Il y a Pascal Lamy, Louis Gallois, et puis le troisième, c'était Denis Migaud, le premier président de la Cour des comptes, qui sortant complètement de son rôle à la Cour des comptes, se permet d'enjoindre le gouvernement de faire ci ou ça. Non pas que j'approuve le gouvernement, mais la Cour des comptes, elle vérifie les comptes, elle n'a pas à dire ce qu'il faut faire. C'est pas son rôle du tout. Donc Pascal Lamy, un jour un journaliste lui demande quel est votre pays préféré. On suppose que c'était quel est votre pays préféré en plus du vôtre. Il répond les États-Unis. Alors Pascal Lamy qui parlait toujours en anglais à l'OMC alors que le français est langue officielle de l'OMC. Donc voilà un premier ministrable qui nous conviendrait. Il y en a un qui est pas mieux, c'est Romano Prodi. Romano Prodi a été président du Conseil italien, candidat de la gauche italienne, et commissaire et président de la Commission européenne, et dans un discours au Parlement européen en 1999, il a dit devant le Parlement européen, il explique que finalement, le seul dénominateur commun de la culture européenne, c'est quoi à votre avis? C'est l'anglais et c'est la culture américaine. La culture américaine, c'est ça le dénominateur commun. Alors, il y en a qui disent ça, moi je trouve que c'est pas scandaleux. Voilà un petit peu la logique européenne ou européiste, et ça ne le gênait pas du tout. Et je me souviens d'une photo où il y avait à la tribune tous les dirigeants de ce qui était à l'époque le parti parti de gauche, c'était avant le Parti démocrate, ça c'est la dégénérescence du Parti communiste italien alors il y avait donc les chefs d'Alema, etc. Et derrière, il y avait une grande banderole, c'était un congrès officiel, hein. Sur la banderole, il y avait écrit « We care », C-A-R-E, « We care ». Ça, c'est le lamentable spectacle qu'offre la gauche italienne, qui n'a donc pas grand-chose à envier à certains éléments de gauche, parce que ça me fait mal au cœur de le dire, mais la gauche est bien plus hostile aux Français que la droite. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Alors, il y a des raisons bonnes ou mauvaises, mais enfin, en tout cas, c'est pas tellement dans les masses de gauche, et encore moins d'extrême gauche, alors là, je n'en parle pas, que l'on trouvera beaucoup de hussards noirs de la langue française. On en trouvera plus à droite. Quelles peuvent être les pistes? Moi, j'ai une petite marotte que je vais vous évoquer tout à l'heure. Il faut d'abord partir de l'idée que il faut pas se battre pour la langue française, il faut se battre pour les langues en général. Il faut pas réduire le combat à la langue française, il faut des alliances. Parce que ce qui se passe entre l'anglais et le français, ça se passe aussi entre l'anglais, l'italien, l'allemand, etc., etc. Donc, c'est une bataille contre la banalisation linguistique, contre l'unification linguistique. Donc, il faut pas avoir ce réflexe, je dirais, que l'on croit patriotique, de se battre pour la langue française. Oui, il faut se battre pour la langue française, mais pas dans n'importe quelle condition. Il faut se battre en alliance, en coopération avec les autres langues qui sont menacées du même sort de vassalisation par l'expansionnisme de la langue anglaise, expansionnisme dont j'ai dit qu'il était facilité par toute une série d'individus ou d'institutions, donc il rencontre donc très peu de résistance. C'est très important ça. La bataille, elle est pour le plurilinguisme, dont la langue française fait partie. Mais il m'est arrivé de dire, par exemple, dans une situation très particulière, qui était celle d'un pays qui s'appelle l'Uruguay. Il y a 15 ou 20 ans, l'Uruguay
avait la loi uruguayenne prévoyait que les langues étrangères de l'Uruguay, c'était l'anglais et le français. Alors, je sais pas si vous voyez où est situé l'Uruguay. Il a comme voisin le Brésil. Moi, je dis c'est absurde. La première langue à enseigner en Uruguay, c'est parce qu'en Uruguay, il y a toujours une tradition francophone et francophile. C'est pas le français, c'est le portugais, c'est le brésilien. Et il vaut mieux lâcher, nous, Français francophones, des parts de marché, excusez-moi de l'expression, pour une cause qui est juste. Le français est beaucoup moins important pour un Uruguayen que le portugais. Il faut l'admettre et pas se battre pour des positions qui sont intenables politiquement. Donc, la vraie logique, à mon sens, c'est une logique de défense inconditionnelle de la diversité linguistique. Alors, ça pose d'autres problèmes. Ça pose en particulier, mais on en discutera si vous le voulez bien, le problème des langues régionales. Quel est leur statut par rapport à la langue française, en France, etc. Donc moi je pense que c'est ce combat pour la diversité linguistique qui doit être au cœur de nos préoccupations. Et il se trouve que nous avons la chance que le français fait partie d'un ensemble beaucoup plus vaste qui est les langues latines, ou les langues romanes, comme vous voulez. C'est-à-dire l'italien, l'espagnol, le portugais, le catalan, le roumain, et je n'oublie peut-être quelques petits fragments, le romanche. Alors, quelle est l'hypothèse qu'on pourrait formuler? L'hypothèse que l'on pourrait formuler, c'est de se dire, traitons toutes ces langues comme une seule langue. Et mettons au point des méthodes, enfin, elles existent déjà d'ailleurs, elles n'ont pas été mises au point, d'intercompréhension. Parce qu'il faut voir comment fonctionne le système linguistique mondial. Ce que je vais vous dire n'est pas de moi, c'est des théories élaborées par deux linguistes, dont l'un est français, il s'appelle Louis-Jean Calvet, ça vous dit quelque chose peut-être? Il était prof à Aix-en-Provence. C'est un linguiste très connu. Hein. Il a pondu des dizaines de bouquins. Et avec un néerlandais qui s'appelle Swan, Abraham de Swan, Abraham A-B-R-A-M, de Swan, S-W-2-A-N. Il a les deux, alors je sais pas dans quel ordre, qui est le premier à avoir pondu ça, mais enfin ça se suit de près. Ils ont mis au point une théorie, une sorte de théorie gravitationnelle. Voilà comment ça marche selon eux. Il y a, dans le monde entier aujourd'hui, il y a environ 5 ou 6 000 langues, dont beaucoup disparaissent. Hein. Il y en a le rythme de disparition est très élevé parce que certaines sont parlées par seulement quelques dizaines de locuteurs et disparaissent. Donc, 5 ou 6 000 langues qu'ils appellent des langues périphériques. Et je disais là dans un papier que j'avais fait, il y en a 500 sur ces 5 ou 6 000 et qui sont parlées par moins de 100 personnes. Donc, ces 500-là, entre le moment où j'ai écrit ce papier et aujourd'hui, elles auront sans doute disparu. À l'intérieur de pas mal d'États, on peut en dénombrer des quantités industrielles. Le record, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée, où il y a 850 langues. Suivi de l'Indonésie, 670, du Nigeria, 410, de l'Inde, 380. Donc vous imaginez l'éparpillement. Donc ça, c'est les langues périphériques. Mais pour ne pas rester complètement isolé, une communauté linguistique périphérique peut se connecter avec une autre langue dite périphérique par l'intermédiaire d'une troisième langue. C'est-à-dire que si moi je parle la langue périphérique A et toi la langue B, toi tu vas pas prendre le A ni moi le B, mais on va tous les deux parler une autre langue qui sera la langue C. Donc cette langue C, eux l'appellent langue centrale. Donc, par exemple, parmi les différentes langues centrales, en Amérique du Sud, on peut parler le Quechua, en Afrique, le Wolof, etc., il y a le Bambara, etc. Donc, ce sont des langues centrales qui permettent à ces 5 ou 6 000 langues
de communiquer entre elles. Alors, ces langues centrales sont au nombre d'à peu près une centaine. C'est approximatif tout ça. Alors, ce sont les langues officielles ou administratives, nationales, etc. Toutes les langues européennes sont centrales par rapport à leur propre langue régionale. Le français est une langue centrale pour le basque, le breton, le corse, l'occitan, l'alsacien, etc., etc. Même s'ils n'appartiennent pas à la même famille linguistique. Pour des raisons pratiques, elles sont centrales. Certaines de ces langues centrales, cette centaine de langues centrales, tout en étant centrales dans leur propre pays, sont quand même plus centrales que les autres. Car elles sont situées au cœur de constellations regroupant d'autres langues centrales. On les appelle les langues supercentrales. Enfin, eux les appellent langues supercentrales. Combien y en a-t-il? Ça dépend des estimations. Calvet et Svan ne sont pas d'accord l'un à deux près. Alors, par exemple, pour Svan, il dit il y en a 12. L'allemand, l'arabe, le chinois, l'anglais, l'espagnol, le français, le hindi, le japonais, le malais, le portugais, le russe, le swahili. Calvet considère, lui, que l'allemand et le japonais ne sont pas des langues supercentrales parce qu'elles n'ont pas de langue centrale dans leur orbite. Elles n'ont pas une langue significative. Alors, les langues centrales sont donc, ces langues, qu'il y en ait 12 ou qu'il y en ait 10, ça ne change pas grand-chose, ce sont comme des langues de circulation internationale. Et maintenant, parmi ces 10 ou 12, il y en a une qui est plus importante que les autres. Par exemple, quand un Chinois et un Russe se parlent, eh ben, le Russe, je pense pas que Poutine parle chinois, ni que le président chinois parle le russe. Donc, s'ils n'ont pas d'interprète, ils vont se parler en quelle langue? En anglais. Non, en anglais. En anglais. Et c'est le cas, disons, entre locuteurs de cette dizaine ou de cette douzaine de langues centrales, il y a une langue qui les connecte, qui est la langue hyper centrale, qui est l'anglais. Vous voyez, vous avez un ensemble, un dispositif complet dispositif de la communication universelle à partir de ce pôle central qui est l'anglais, qui est la langue commune aux langues hypercentrales, qui dégouline en langue centrale et qui dégouline en langue périphérique. Et le système, et ça communique, ça marche. Quelles que soient les dimensions sociologiques, historiennes, c'est le système de communication mondiale qui est ainsi fait. Moi, je trouve que leur théorie tient la route. Et donc, de fait, aujourd'hui, l'anglais a cette situation d'hyper-centralité. Ce qui nous rappelle la manière dont Védrine ou un autre auteur français avait décrit les États-Unis en parlant d'hyperpuissance. L'hyperpuissance américaine, elle a vécu. On en voit tous les jours des exemples. Mais l'hypercentralité de l'anglais, est toujours là. Donc il y a plus l'hyperpuissance, mais militaire, politique, économique, mais il y a toujours l'hyperpuissance linguistique. Alors, si nous sommes pour la multipolarité politique et géopolitique, il faut être cohérent et être aussi en faveur de la multipolarité linguistique. Et de ce point de vue, je reviens à ce que je disais il y a un instant, nous avons le formidable avantage d'être dans un ensemble linguistique, celui des langues romanes, des langues latines, qui regroupe au moins une cinquantaine d'États et qui, démographiquement parlant, je vais vous donner quelques exemples, fait plus que le poids vis-à-vis de l'anglais, à condition que l'on considère toutes les langues latines comme une seule langue. Je reviendrai après, parce que c'est pas absurde non plus. Alors, voilà des projections à 2025. 2025 est l'échéance proposée par Hollande pour être jugé. Alors, pas grand-chose à voir, mais c'est la même date. Les Chinois seront 1,560 milliard. Les anglophones, 1,45
48 millions. Les hispanophones, 484 millions. Les lusophones, 285 millions. Les francophones, les estimations varient, ils disent 500 millions. Quand vous additionnez les hispanophones, les lusophones, les francophones, et j'ai pas compté l'Italie, le Portugal, etc., le roumain, ah non, le Portugal, pardon, je l'ai compté, il était dans les lusophones, eh ben, on a quelque chose qui est équivalent à peu près, et qui dépasse même le nombre d'anglophones, et qui est comparable au nombre de sinophones, si je puis dire, parlant le chinois. Donc, pourquoi ne pas considérer les langues latines comme un ensemble au sein duquel chacun peut comprendre son voisin sans pour autant être capable de parler dans la langue de son voisin. L'optimum de la communication, c'est quand chacun parle sa langue, mais est compris par l'autre. Je parle italien, tu parles portugais, mais je comprends le portugais, tu comprends l'italien, même si tu n'es pas capable d'écrire ou de parler en portugais. Et bon, donc il faut voir comment on peut parce qu'il est quand même idiot quand on va en Italie et qu'on parle pas l'italien de se renseigner auprès d'un policier ou d'un touriste en lui parlant anglais. Ça gênera pas trop l'italien en général, mais enfin c'est un tort pour l'italien. Donc il faut il existe des méthodes. Il y a pas mal de méthodes développées en France, à Cuba, dans d'autres pays, en Amérique du Sud, etc. Si ça vous intéresse, l'intercompréhension. Alors ces méthodes, elles visent à enseigner aux gens à se comprendre. Alors par écrit, avec 80 heures d'enseignement, les auteurs de ces méthodes, il y en a plusieurs, hein, les auteurs de ces méthodes disent que on peut, en étant francophone, lire n'importe quoi, enfin, en gros, d'un autre pays latinophone, de langue romane. C'est faisable, c'est prouvé, c'est démontré. Je compare volontiers cela au détour par le dollar. Il y a une correspondance entre l'hypercentralité de la langue anglaise et l'hypercentralité du dollar comme monnaie de réserve. Beaucoup de pays, je pense à l'Amérique latine en particulier, lorsqu'ils exportent ou importent avec un autre pays, ils ne le font pas dans leur monnaie nationale, mais ils le font avec des dollars. C'est d'ailleurs contre ce mécanisme de dollarisation qu'a été créé, et là je passe sur un autre registre, au sein d'un regroupement régional latino-américain et caraïbe qui s'appelle l'ALBA, l'Alliance bolivarienne des peuples de notre Amérique, qui comprend l'Équateur, la Bolivie, Cuba, le Venezuela évidemment, le Nicaragua et plusieurs pays insulaires de la Caraïbe et de langue anglaise. Ils ont mis au point le principe d'une monnaie virtuelle qu'ils appellent le sucre, du nom du grand lieutenant de Simon Bolivar. De manière à pouvoir échanger entre eux, chacun dans sa monnaie nationale, ce qui revient à éviter de passer par le dollar. Alors, ça n'en est qu'à ses débuts, mais il y a déjà un certain nombre d'échanges qui se font dans cette monnaie virtuelle qui ressemble un peu à l'écu, qui était une monnaie virtuelle avant l'euro. Donc, il faut éviter si on veut pas renforcer l'hypercentralité linguistique américaine, c'est pareil que pour l'hypercentralité monétaire du dollar. Donc, les choses sont ensemble. Donc, il est possible, enfin moi je suis pas du tout un spécialiste de questions linguistiques, hein, je me fie aux travaux des gens beaucoup plus malins que moi sur le sujet. C'est faisable, les méthodes existent, il suffit de vouloir le faire. Et vouloir le faire, ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que les profs de langue, ils poursuivent une mission impossible. Ils voudraient que les élèves sachent écrire, lire la langue étrangère, la comprendre et la parler. Et tout rabotage de ces missions leur apparaîtrait
comme une sorte de dégradation de leur statut. Moi, je partage pas du tout ce point de vue, mais j'ai testé avec des profs comme ça en discutant. Ça leur va pas. D'autre part, ils sont pas du tout formés à ça. Mais si on arrivait à la fois à débloquer les mentalités et ensuite à trouver les structures administratives au sein desquelles déployer cette nouvelle activité, on avancerait. Parce qu'il y a des heures d'enseignement de langue, mais il n'y a pas des heures d'enseignement d'intercompréhension. Mais on pourrait, en particulier dans l'enseignement primaire, l'enseignement précoce des langues, au lieu d'enseigner à tout le monde l'anglais, enseigner d'un coup toutes les langues romanes. C'est faisable. Mais encore faut-il le vouloir. J'ai essayé de vendre cette idée partout où je passe, donc je vous la vends, pour que vous la répercutiez. Si on veut vraiment lutter pour la langue française, c'est notre cas à tous, il faut à la fois se placer dans la perspective plurilingue, se battre pour toutes les langues et pas accepter l'écrasement des unes par les autres. Il est absurde de vouloir gagner des espaces par rapport à l'espagnol ou à l'italien. Non, c'est très très bien. Et il faut même défendre les langues non latines comme l'allemand, qui en perdent, ou le russe. C'est une catastrophe la désaffection pour le russe. Donc c'est français, défense du français égale défense du plurilinguisme. Et puis comme une des voies pour défendre ce plurilinguisme, eh ben c'est donner un statut de grande puissance linguistique à l'ensemble des langues latines. Voilà donc quelques idées que je voulais vous soumettre dans le temps. Voilà, je crois que j'ai pas trop charrié, c'est dans les temps. Je vous remercie.